L'audition dans le fond du leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Quelle analyse et lecture en faire? Troisième mandat ou deuxième quinquennat du mandat de 5 ans. La lecture sémantique des pour ou contre et le ni oui ni non du président Macky Sall. Quel éclairage sur les lignes de fracture? Les solutions annoncées par le gouvernement pour lutter contre l'inflation sont-elles efficaces? Pour répondre à toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 6 novembre 2023 Abdou Doukour Kachindiaye, socio-anthropologue, et Mohamedou Dia, professeur de philosophie, journaliste et écrivain. Rendez-vous sur la 90.3 ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Dimanche 6 novembre 2022, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Abdou Doukour Kachindiaye, qui est socio-anthropologue, qui ausculte un peu la société sénégalaise, qui écrit beaucoup sur la marche de la société sénégalaise et qui s'implique sur des questions essentielles. Nous sommes aussi avec Mohamedou Dia, on ne le présente plus, c'est un écrivain, c'est un journaliste, un philosophe, professeur de philosophie, qui a beaucoup écrit aussi sur le Sénégal et sur la philosophie. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ousmane Sonko, leader du PASTEF, était face au juge d'instruction. À sa sortie, il a fait des déclarations en disant qu'il rejette toutes les accusations qui sont portées contre cette personne. M. Sonko estime qu'il est victime d'un complot. C'est la ligne de défense qu'il a toujours défendue. Le test ADN demandé par le juge a été rejeté par Ousmane Sonko. Abdou Doukour Kachindiaye, quelle lecture peut-on faire de cette audition? Merci Alassane, merci à nos auditeurs et à nos auditrices. Je voudrais, avec ta permission, présenter mes sincères condoléances à Ekinol, qui était également connu sous le nom de Sékou Sambou, qui nous a quittés, je crois, hier, déçu d'une maladie. Donc, paix à son âme et que Dieu lui fasse miséricorde. Amen. Oui, c'est une question intéressante. Disons que tout ce qui est en train d'être dit était déjà connu. La posture de Sonko, la posture de l'État du Sénégal, de façon générale des juridictions, et par conséquent, peut-être ce qui semble nouveau, c'est le test ADN. Je ne m'y connais pas du tout en génétique. La seule chose que je peux dire et souhaiter, c'est que Sonko aille répondre au juge et que le tribunal tranche cette question. Je rappelle d'ailleurs, parce qu'on en parle très peu, que le tribunal, ce n'est pas une question de est-ce que tel a tort ou est-ce que tel a raison dans l'absolu. Le tribunal, c'est la question des preuves. Il faut avoir la possibilité de venir avec des preuves et de convaincre le tribunal de la fiabilité des preuves. Mais ça peut être un élément factuel important. L'essentiel, c'est que chaque côté a ses avocats. Laissons la justice, de façon générale, résoudre cette question. Et c'est d'autant plus important de résoudre cette question que je rappelle que depuis plusieurs années, nous n'arrivons pas à bien travailler, à bien réfléchir, parce que nous sommes captés fondamentalement sur la question de Sonko et de Adji Sarr. Alors, il y a une réflexion plus globale qui doit être menée sur comment fonctionne notre justice. Nous tous, nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés liées au personnel, liées à d'autres considérations. Donc, il faut qu'on arrive à asseoir dans l'espace public sénégalais que nous avons une justice fiable, une justice crédible qui rend justice dans les contraintes de rendre une justice de façon moderne, c'est-à-dire où il faut privilégier la question des preuves. Je pense que nous avons intérêt à sortir de ce guêpier parce qu'il immobilise et anesthésie l'ensemble des forces productives et je crois que c'est un élément, moi, que je retiens plus fondamentalement. Monsieur Dia, quelle est votre lecture? Je dois commencer par saluer tous nos auditeurs et tous ceux qui suivent très souvent donc l'Air du Temps, ce qui est mon cas. Je voudrais être vraiment très calme aujourd'hui et ce que je vais dire dans le sillage de ce que M. Ndaw vient de dire, il faut les preuves. Mais justement, M. Sonko, quand il est allé donc répondre au doyen des juges, peut-être ne s'attendait-il pas à cette question massue sur l'ADN.
Parce que justement, comme il dit, c'est l'élément nouveau. Le juge d'instruction ou le doyen des juges, c'est la même et unique personne, a déjà recueilli une moisson d'informations. Il a entendu donc les différents protagonistes de cette affaire, dont Adji Sarr elle-même, Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon Sud Beauté où les faits se seraient déroulés, etc. Et donc, M. Sonko, quand il est venu, lui ne sait toujours pas ce que donc, le doyen des juges a comme information. Et le doyen des juges a fait son travail, qui est de poser des questions. Alors, si on va lui répondre, si on va répondre à sa convocation, c'est certainement pour entendre des questions et apporter des réponses. Il a choisi d'y apporter des non-réponses, de ne pas répondre du tout. Ce qui est ahurissant, à mon avis. Parce que les arguments, si on peut les appeler arguments, en disant que je ne réponds pas, par exemple, à la question de savoir si vous avez eu des relations intimes. Je ne réponds pas parce que c'est indécent, on ne doit pas me poser une telle question, parce que j'aspire à être candidat à la présidentielle de 2024. Ça dépasse l'entendement. Ce n'est ni logique ni rationnel. Moi, je suis stupéfait d'entendre, et de la bouche même de lui, donc de Sonko lui-même, à sa sortie donc de l'audition. Et qui ajoute qu'il ne donnera pas son sang fin de non-recevoir à toutes les questions. Mais pourquoi alors aller répondre? Le doyen du juge, très calme, d'après ce qui a été dit, a enregistré. Lui, il a posé les questions qu'il devait poser. Il a d'autres informations que lui n'a pas. Et lui fera la synthèse de tout cela et prendra les décisions qui s'imposent à lui. Que la logique lui impose devant une telle posture qui est inqualifiable à mon avis. Nous sommes ici dans un pays de droit, une république démocratique. Vous ne pouvez pas vous situer ou prendre la posture de quelqu'un qui serait au-dessus des lois. Même le président de la République du Sénégal n'est pas au-dessus des lois. Parce qu'un président de la République peut être traduit devant la justice pour haute trahison, par exemple. Donc par conséquent, mais nul n'est au-dessus des lois. Donc nul n'est au-dessus de l'enquête des lois, de ce qui incarne ces lois-là. Si vous allez à la police, ça c'est autre chose. La police est auxiliaire de justice. Vous pouvez aller à la police, on vous pose des questions, vous refusez de répondre. Parce que la police, ceux qui font les enquêtes à la police, vous disent d'abord, écoutez, tout ce que vous direz pourrait être tenu contre vous. Donc vous pouvez ne pas répondre. Mais, ça c'est une étape, la police. La deuxième étape, c'est la justice, c'est le tribunal. C'est là où les jugements se font et les décisions se prennent. Ce doyen des juges est celui qui a l'autorité de renvoyer en procès. Que fera-t-il face à quelqu'un qui refuse de répondre à toutes ces questions? Voilà une première question. Bon, la deuxième chose, c'est que cette posture de Sonko semble être liée à une sorte d'illumination, en tout cas de quelqu'un qui se croit hors sol. Parce que sa manière de poser les questions sont inqualifiables. C'est-à-dire, il n'y a pas de logique. C'est irrationnel. C'est totalement irrationnel. Je ne réponds pas parce que moi, je suis candidat et j'aspire à être candidat. J'aspire. Parce que pour être candidat, il faudrait que le Conseil constitutionnel décide qui est candidat et qui ne l'est pas. C'est la seule institution du pays qui le fera. Et de dire que, donc, puisque j'aspire à être candidat dans 16 ou 18 mois, je ne réponds pas, je suis au-dessus de ces choses-là. Moi, en tout cas, je suis stupéfait et je crois que tous les Sénégalais qui réfléchissent, qui ont un minimum d'esprit critique, ne peuvent pas comprendre cette posture-là. Est-ce que nous sommes dans une sorte d'impasse aujourd'hui dans cette affaire où on est dans une logique de confrontation au détriment du pays? Le pays est dans l'impasse depuis assez longtemps. Ce n'est pas simplement la situation présente qui nous donne une configuration qui peut être différente, mais depuis Senghor, déjà, le pays était dans l'impasse dans des contextes précis. Abdou Diouf on va dire, approfondi, et puis Wade est venu, maintenant le président Macky Sall est là. Non, je crois que nous sommes globalement dans un monde d'impasse.
c'est pas seulement le Sénégal qui est dans l'impasse, c'est le monde qui est dans l'impasse, dans des conditions et des circonstances de désenchantement général. Et je pense que nous devrons faire l'effort de regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous et de ne pas spécifier le contexte du Sénégal. Les procès de cette nature ont toujours existé, probablement pas la forme qu'elle revêt pour le cas de Sonko, mais les hommes politiques se sont toujours entretués, soit physiquement, soit moralement, soit par le biais de la justice. Et ça ne changera pas. Alors, je crois qu'il faut qu'on soit juste plus réaliste. Allons vers le procès. Sonko, c'est à lui de voir les actes qu'il pose et de les assumer. J'ai toujours l'habitude de dire à nos amis politiques que ce que je regrette beaucoup, c'est que les gens ils n'assument pas. Il faut assumer ces actes politiques, en particulier lorsqu'on va être président de la République ou lorsqu'on va être député, et cela n'a rien à voir avec Sonko, c'est tout le monde qui devrait être concerné. Moi, je crois que les champs du puzzle, on va dire, sont relativement bien clairs, en tout cas dans la tête du juge, sans aucun doute dans la tête des avocats, et sans doute également dans la tête des protagonistes. Alors, ce qui reste à faire, c'est que ce procès puisse être vidé. Mais attention, il ne faut pas également que les procès soient vidés par la tête du client. Tout le monde est justiciable et tout le monde doit être traité de la même façon, quels que soient les individus. Donc on peut pas, on va dire, faire l'effort rapidement de faire ce procès parce que c'est tel ou tel. Alors, je crois que sous ce rapport, il y a un effort qui doit être fait pour que les justiciables sentent que la justice est scélérate dans les contraintes que nous connaissons nous tous et qu'il faut aller vers le fait de vider en fait ce dossier. Il y en a qui, depuis plus de 15 ans, 20 ans, leurs dossiers ne sont pas vidés. Hein. Et il n'y a pas la mobilisation générale autour du caractère scélérate de la justice. Alors, donc, il y a un problème on va dire, de respect des citoyens et surtout le problème que nous tous, nous sommes égaux devant la justice et que ce qui doit être fait pour tel doit être fait pour tel autre. On a l'impression qu'on est dans une logique de confrontation. Une logique de confrontation dans cette affaire-là. Mais, vu la posture de M. Sonko, qui refuse de répondre aux questions, quelles sont les alternatives possibles pour le doyen des juges? Il y a une logique qui voudrait qu'il y ait confrontation, justement confrontation entre l'accusatrice et l'accusé. Alors, si l'accusé doit aller dans cette confrontation dans une posture de mutisme absolu, il faudrait peut-être amener des psychologues qui puissent décrypter les mimiques ou voilà, les mouvements des yeux ou que sais-je encore, parce que ça pourrait aboutir effectivement à une confrontation, parce que d'une façon ou d'une autre, ne pas parler, c'est parler aussi. Ne pas parler, c'est parler aussi. Qui ne dit mot, consent. On le dit souvent. Bon, ce n'est pas une vérité biblique, mais on peut interpréter à travers donc le silence. Il y a des silences qui sont assourdissants. Ceci dit, je crois que tout le monde doit continuer à garder son calme et que les conseils de Sonko, qui sont des avocats, qui ont réussi à le faire venir, d'ailleurs, puisque dans le 21 donc, mars dernier, il avait refusé de le faire et ça avait créé ce que ça avait créé. Cette fois-ci, parce que s'il n'était pas parti, il aurait été, on aurait, la police, en tout cas par la décision de justice, serait cherchée, ça c'est certain. Il le savait et donc c'est pourquoi il est venu. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut saluer sa décision d'y aller et fustiger les incantations et les appels à la confrontation de Yewwi Askan Wi qu'il a désavoué et il a bien fait de les désavouer et parce qu'il n'y avait aucun risque qu'il soit immédiatement amené en prison. Donc, ceci dit, il faudrait que la justice, comme l'a dit M. Ndaw, suive son cours et que cette justice aille jusqu'au bout et que tout le monde soit égal au niveau de la justice. C'est une justice d'égalité des citoyens. Tous les citoyens sont égaux de par la loi. Donc il ne peut pas y avoir une justice à deux vitesses, une justice pour Massamba et une autre pour Mademba, pour parler dans le contexte local. Et dans ce cas précis, bon, il n'y a rien d'autre à faire qu'à suivre donc, le cours normal des auditions
et le maître en la matière, si on peut l'appeler comme ça, c'est le doyen des juges, il est en train d'instruire un dossier. C'est lui seul qui sait, quand il aura fini d'instruire ce dossier, et quelles sont les conclusions qu'il va tirer de l'ensemble de cette moisson dont je parlais tout à l'heure d'informations. Mais pour le moment, ce que nous retenons, nous, qui sommes des observateurs, c'est cette demande quand même de test ADN. Ça ne peut pas tomber du ciel. Ça ne peut pas tomber du ciel. S'il y a demande de test ADN, il y a de quoi tester quelque chose par rapport à quelque chose. C'est ce que veut la logique. Bon, s'il y a refus, c'est qu'il y a peut-être aussi peur de quelque chose. Pour le moment, nous en sommes à ces spéculations-là. Laissons les choses évoluer. Vous n'avez pas de la question de la justice, de la suspicion qu'il faut lever. Est-ce que ce genre de situation est des moments importants pour la justice de montrer clairement qu'est-ce qu'elle vaut? Oui, je crois que la justice ne doit pas attendre ce type de procès pour montrer ou démontrer ça. C'est-à-dire que ce que nous devons dire, c'est que, y compris l'opposition et a fortiori le pouvoir, nous devons tous soutenir la justice, à se battre pour qu'on donne les moyens appropriés à la justice. Parce qu'il y a des formes d'arguments qui relèvent de sortes d'arguments désincarnés, comme disent les philosophes. C'est-à-dire que on dit oui, il faut que la justice fasse son travail. Oui, c'est très bien sur le principe, mais avons-nous mis des moyens conséquents pour que cette justice puisse fonctionner normalement? Je crois que les détentions préventives de longue durée et l'administration générale de la justice posent problème, et nous tous, nous le savons. Et c'est pas parce qu'il y a Sonko, ou il y a Mademba, ou il y a Massamba, c'est qu'il faut que notre État s'organise à doter des moyens à la justice, à doter de moyens symbolique de respect à la justice, pour qu'en fonction du parquet et du juge, que nous puissions avoir les libertés appropriées, et que évidemment les justices puissent être rendues sans que ce ne soit lié à une sorte de privilège des politiciens, parce que j'ai l'impression que c'est parce que ce sont les politiciens que les choses doivent aller très vite, et quand ce sont de pauvres types comme moi, personne ne s'en offusque. Mais les gens oublient quand même que dans cette affaire, qu'il y a eu 14 morts, que jusqu'à présent il y a eu aucune commission d'enquête qui avait été annoncée par le gouvernement a été mise en place, et qu'il y a comme des victimes, il y a des familles qui sont touchées par ces événements. Non, pour moi, morts, on dit rien. C'est comme si les 14 morts, c'était comme perte de profit. C'est comme si quand il y a des événements politiques, que la justice entre parenthèses dans ce moment-là, que tous ceux qui meurent dans cet espace de temps, on les oublie. Je crois que d'un point de vue logique, il faut s'assurer que ces 14 morts proviennent des événements de mars, 2021, proviennent par exemple des manifestations directes liées à PASTEF ou liées... Non, je ne crois pas. Je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un faisceau combiné de problématiques, et pour moi, le faisceau le plus important, c'était le cantonnement, et c'est sans doute l'exécution dans les familles. Je rappelle que nous avons des indices synthétiques par territoire dans les familles qui sont extrêmement importants. Vous savez, vous tous, avec la crise, peut-être qu'on va y revenir, qu'il y a énormément de familles où il y a des alternances pour coucher et pour se découcher. Alors, et tout ça fait que, d'un point de vue démographique, la décision qui avait été prise de cantonner des gens, je crois, a rajouté beaucoup plus de fois. Oui, on profite du confinement parce que c'était inacceptable. Donc, je ne fais pas partie des gens qui disent oui parce que c'est Sonko. Après, c'est la politique, on peut toujours trouver un mécanisme pour récupérer les choses. Mais c'est vraiment les Sénégalais qui en avaient assez et qui voulaient d'une manière ou d'une autre exprimer leur désaccord sur des choix politiques qui étaient opérés dans un contexte où il y avait évidemment cette confrontation avec Sonko et Adji Sarr. Au Sénégal, on a l'impression quand il y a des événements politiques, ceux qui perdent leur vie dans cet espace temporel sont oubliés, il n'y a pas de justice, il n'y a rien du tout. Il y a une vieille vidéo qui montre que Senghor, à son temps, il y a eu des manifestations à Dakar, il y a eu 40 morts, il n'y a jamais eu de justice. Dans Blaïwa, jusqu'au moment où nous vous parlons, que ceux qui tombent dans les moments où il y a des événements politiques, il n'y a pas de justice. Et c'est inacceptable, mais malheureusement, c'est ce qu'on constate. Pour revenir à ce qu'il dit, je suis parfaitement d'accord avec lui. Le confinement a été l'élément moteur. Parce que, effectivement, les gens vivent dans des formes de promiscuité dans beaucoup de quartiers de Dakar, pour ne pas aller plus loin, et dans la banlieue. Et ces gens-là en avaient ras-le-bol.
C'était vraiment une cocotte minute qui a fini par exploser. Et bon, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que les autorités n'aient pas anticipé sur cela. Ça sautait aux yeux que si ça continuait, cette histoire de confinement, voilà, nous n'avons pas les moyens d'imposer un confinement dans ce pays. C'est ça le problème. Tout simplement. Parce que les conditions sociales ne le permettent pas. Et économique d'ailleurs. Parce que la rue, aller dans certains quartiers, je ne vais pas citer de quartier, la nuit, c'est un moment d'échange. Et voilà, il y en a qui gagnent leur vie par les petites ventes à manger, etc., etc. Donc on le sait très bien, il faut aller dans les quartiers populaires de Dakar. Cela dit, ces morts-là ne peuvent pas et ne doivent pas être passés par pertes et profits. Il faut bien qu'on essaie dans chaque cas spécifique de trouver les raisons et les coupables, si coupables il y a, pour que justice soit rendue. Mais effectivement, comme il le dit aussi, on ne peut pas rendre la justice sans moyens. Et je ne sais plus quel président américain le disait avant, ou en tout cas théoricien américain, que l'administration de la justice dans un pays démocratique, c'est un élément fondamental. La justice s'administre. On ne peut pas avoir des magistrats qui n'ont pas les moyens et qui vivent mal, et qui n'arrivent pas à faire le travail correctement. Ça, c'est un problème. Et il n'y a pas que les magistrats, il y a toute une chaîne au niveau de la justice. Les enquêteurs, la police qui est auxiliaire, etc. La gendarmerie avec les sections de recherche et autres. Donc cela est un problème général dans des pays en développement, disons-le comme ça, dans des pays en développement. La situation des prisons, tout cela va ensemble. Et cela exige de la part des Sénégalais qui veulent que le pays soit un pays de démocratie et un pays de référence dans ce domaine, que des moyens conséquents soient dégagés. Et comment faire pour dégager les moyens? Il faut que tout le monde y réfléchisse. Par exemple, si nous avons, pour la santé, j'ai entendu à l'époque, quand il y a eu tous ces problèmes au niveau de la santé, des gens sortir dans les réseaux sociaux, etc., dire oui, nous devrions avoir des hôpitaux comme à New York. Bon, on peut toujours rêver, ou à Paris ou ailleurs. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas la France, mais cela ne doit pas nous empêcher justement de rêver de ça, et en tout cas de nous donner les moyens d'avoir des hôpitaux comme on en a déjà ces temps-ci, de deuxième catégorie, de troisième catégorie, etc. D'avoir par exemple des défibrillateurs dans les rues de Dakar, il y en a quelques-uns je crois, mais on doit en avoir encore un maximum puisque les maladies cardiaques tuent beaucoup de gens. Mais en parlant de morts, regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a quand même plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo a été amené pendant 10 ans à la CPI. Maintenant, il est revenu au nom de la réconciliation nationale. On a effacé tout. Les 3000 morts sont considérés comme perte et profit. Et oui, malheureusement. Mais ça aussi, est-ce que ce n'est pas le prix des réconciliations politiques entre guillemets? Et les populations dans tout ça, les sacrifient. Ouais, mais malheureusement, dans tous les pays, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ce n'est pas normal, il faut le dénoncer. Mais l'autre versant, disons, ou d'autres faces de la monnaie, serait de continuer la bagarre. Parce que lui peut mobiliser des gens tout le temps, qui sont derrière Laurent Gbagbo pour X ou Y raisons, qui sont des raisons souvent irrationnelles d'ailleurs. C'est Gbagbo, un point c'est tout. Et donc il faut continuer les massacres ou arrêter et trouver une solution pour indemniser les familles, que sais-je encore. Malheureusement, dans beaucoup de pays, c'est comme ça que ça se passe. Y compris en Europe, en Irlande. Et au Sénégal, cette affaire, si ça continue, où il n'y a pas on est dans l'impasse, comme on l'avait dit tout à l'heure, ça peut mener jusqu'où? De toute façon, mon avis est que parce qu'il faut qu'on regarde les indicateurs et qu'on ne soit pas seulement dans la théorie. En réalité, et c'est le propre de tous les pays quasiment, à des degrés divers, lorsque vous avez un taux de chômage endémique, lorsque vous avez des gens qui ont des difficultés à aller à l'école et à pouvoir sortir avec des certifications appropriées, lorsque vous avez des gens qui, pour se soigner, même parfois quand ils ont de l'argent, c'est une difficulté. Il faut regarder tout ça, c'est-à-dire que notre pays ne vient pas du néant. Il y a des contradictions économiques, politiques, sociales qu'il faut bien regarder parce que autrement ça donne l'impression que ça tombe comme une soupe dans la cuillère. En réalité, le pays est dans une situation extrêmement difficile et il faut considérer que lorsque les situations sont difficiles, il y a des confrontations qui restent de plus en plus aiguës. Deuxième vérité, lorsque ces confrontations sont là, tous ceux qui vont y mourir seront considérés,
je le dis avec beaucoup de cynisme si vous voulez, comme pertes et profits. Et d'ailleurs, il suffit de regarder l'histoire du Sénégal pour voir combien de gens ont été tués, soit à l'université, soit dans des manifestations. Mais est-ce que vous avez vu des commissions d'enquête qui ont résolu ça? Donc, c'est pas pour dire aux gens de ne pas aller se battre. Tout dépendra de l'appréciation qu'ils ont de l'antagonisme avec le pouvoir. Mais il faut considérer que les gens sont toujours prêts, même quand il y a des milliers de morts. Le bateau est passé par là, le bateau le Joola. La Casamance est passée par là, il y a des milliers de morts. Et pourtant, il y a encore des négociations qui ont effacé l'ensemble de ces forfaitures. Donc, moi, je pense qu'il faut considérer que le pays sera de plus en plus difficile malgré les opportunités que nous commençons à avoir avec le pétrole et avec le gaz, mais parce que c'est le monde globalement qui est de plus en plus complexe compte tenu, à mon avis, de la richesse ou des richesses qui ne sont pas bien partagées. Parce que les politiciens qui parlent, qui veulent même prendre le pouvoir, j'ai lu globalement, parce que moi je lis globalement les différents programmes. Il y en a qui sont très, très progressistes, en tout cas tel que je comprends le progressisme, mais globalement on n'a pas reposé sur la table de l'espace public comment refaire ou redistribuer les richesses du pays. Beaucoup de choses que nous connaissons en ce moment, c'est lié à une redistribution totalement inéquitable des richesses. Et je crois qu'à un moment donné, les politiciens devraient trouver un accord pour discuter de cette question, pour voir pourquoi les ressources dont nous avons sont mal, on va dire, redirigées, particulièrement au niveau des communautés qui sont les plus vulnérables. C'est vient au moment aussi où notre débat est posé. C'est le débat du troisième mandat, posé par certains qui disent que Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat. D'autres estiment que c'est le deuxième mandat du quinquennat. Chacun en parle. Est-ce qu'on ne va pas vers un cocktail assez explosif? Non, je crois que ce cocktail, si cocktail il y avait, est déjà désamorcé. Bon, hier j'étais à l'université, à la faculté de droit, où il y avait une cérémonie en hommage au professeur Elhadji Mbodj, et j'ai rencontré le professeur Zouanke, justement Jean-Marie Zouanke, qui avait dit dès le début que le président avait le droit de faire un troisième mandat si la Constitution était libellée, pour ainsi dire, je mets les guillemets, telle qu'elle a été. Et donc, puisque c'est tel que ça a été, et d'ailleurs il y a maintenant une réponse que M. Zouanke lui-même a sortie dans les médias du Conseil constitutionnel suite à une demande du président Macky Sall, et qui dit clairement que ce mandat-là est le premier mandat du quinquennat. Donc c'est un mandat quinquennal, et que le mandat qui était de 7 ans n'en faisait pas partie. Donc ça, je crois que sur ce plan-là, et puis ça me paraît comme un faux débat, pour la raison suivante. Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, avait mobilisé des sommités intellectuelles européennes et autres qui sont venus ici défendre son troisième mandat, sa possibilité d'avoir un troisième mandat. Le Conseil constitutionnel a validé. Il a été candidat, il a été battu. Donc cette question est très simple. Si les populations ne sont pas d'accord pour la candidature de qui que ce soit, le verdict, la sanction, c'est les urnes. C'est le verdict des urnes qui tranchera. Et pour les candidatures, il y a une seule et unique institution dans ce pays qui décide, c'est le Conseil constitutionnel. Donc je crois que personne ne va se battre pour ça. En tout cas, tous les gens réfléchissent. Ça ne sert à rien, étant donné que déjà, on a défloré le sujet avec cette réponse du Conseil constitutionnel et une demande du président Macky Sall lui-même. Je pense que ce débat, normalement, devrait être clos. Bon, pour amuser la galerie, certains vont continuer à l'agiter, et que de toutes les façons, à la fin des fins, ce sera dans les urnes un verdict populaire, celui du peuple sénégalais. Il y a quand même des positions qui ont été dégagées par certains qui estiment sur le plan moral que Macky Sall avait déjà dit que le mandat qu'il faisait, c'était son dernier mandat. Oui, je crois qu'il faut deux considérations. Premièrement, c'est la crédibilité de la parole publique, notamment des hommes politiques. Et évidemment, sous ce rapport, quel que soit le jeu d'orthographe ou le jeu de linguistique qui peut être fait entre deuxième mandat ou troisième mandat, il faut relire ce que le président Macky Sall avait dit à propos du troisième mandat. Personnellement, mais ça ce n'est qu'une idée personnelle, j'aurais déconseillé au président Macky Sall de s'engager dans un troisième mandat. Mais ça, c'est un point de vue personnel, c'est pas juridique parce que les juristes eux-mêmes ne s'entendent pas, a fortiori quelqu'un comme moi. Alors ça, de façon plus globale, il faut que nos hommes politiques arrêtent de mentir. C'est simplement aussi simple que ça. Qu'ils soient dans
l'opposition, qu'ils soient au pouvoir. Arrêtons de mentir. Et mentir, c'est de prendre des engagements aujourd'hui et demain de ne pas les respecter. Mentir, c'est également dire que cela s'est passé alors que cela ne s'est pas passé. On ne peut pas nous traiter comme des moutons de panurge. C'est inacceptable. Et c'est ça la vraie question du mandat. C'est pas le fait que est-ce que le président va être candidat ou non. Moi, j'ai dit mon point de vue sur cette question. Probablement, il prendra des décisions qui s'imposent, mais plus globalement, le champ politique doit crédibiliser la parole publique et la parole publique politique. Autrement, chacun va venir pour dire ce qu'il a envie de dire. Demain, il fera comme l'avait fait notre doyen, le président Wade, il dira que c'est un wahwahet. Alors ça, je pense que c'est intéressant aussi, et je vais finir par ça, parce que lorsque la parole public n'est pas crédible, vous voyez les auditeurs, et Mohamedou l'a souligné tout à l'heure, ça dit que le peuple est souverain. Le peuple décidera et le peuple a sa carte et attend les élections pour exprimer son suffrage. Mais c'est déjà en route avant que le peuple aille aux urnes, que la déclaration de candidature déclenche encore de la violence comme on a connu au temps d'Abdoulaye Wade. Oui, de toute façon, la violence, comme je dis, on ne va pas fétichiser notre société. La violence, elle est toujours là et sera toujours là sous des formes différentes. Mais c'est un risque qui est agité de plus en plus, en effet. Et je crois que beaucoup de gens de droits de l'homme ont estimé que nous devrons faire attention à ce que les logiques politiciennes, notamment de réformes constitutionnelles ou de présentation de troisième mandat, ne soient pas quelque chose qui va mettre de poudre dans nos pays qui sont des pays fragiles, mais surtout dans nos pays qui font face à l'extrémisme religieux, qui font face à énormément d'autres acteurs extérieurs qui ont envie de déstabiliser notre pays. Je crois que nous devrions avoir un peu plus de lucidité pour s'occuper des enjeux du pays au lieu de fragiliser notre pays. Oui, ça intervient en situation un peu difficile dans la sous-région. Il a expliqué un peu en cours. Et surtout qu'en géostratégie, en géopolitique, les gens disent que quand un pays acquiert de nouvelles ressources, il devient concurrent des autres qui ont ces mêmes ressources et qui peuvent aussi en interne déstabiliser ce pays-là. La Russie est à côté, il a du pétrole, du gaz, ils ont fermé les robinets en Europe. Le Qatar a du gaz, fermé les robinets en Europe. On dit que le Qatar arme souvent les djihadistes et la sous-région est là. Mais ce qui est certain, c'est que le Sénégal est un pays de plus en plus menacé. Ça, je crois qu'il faut vraiment fermer les yeux pour ne pas le voir. Nous sommes entourés d'une ceinture de feu. Que ce soit le Mali qui est notre frontalier immédiat, la Guinée qui est dans l'instabilité, le Burkina qui a une frontière aussi avec le Mali. Alors, la Gambie en convalescence, oui, la Mauritanie, bon, etc. Bon, c'est un peu plus stable. Mais ces deux pays-là, que ce soit le Mali ou la Guinée, et le Burkina un peu plus loin, sont des pays qui sont vraiment secoués. Et le Mali et le Burkina qui s'en remettent à la Russie, c'est quand même ahurissant. Pour les questions de coup d'État militaire dans ces deux pays, mais quand même, Maliens et Burkinabés ont vécu X coups d'État militaires. Donc, savent très bien que ces coups d'État militaires n'ont rien apporté à ces pays-là. Si vous prenez le taux global, disons, de richesse au niveau du PIB des pays de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, vous avez la Côte d'Ivoire qui a 40% globalement, le Sénégal 25%, et tous les autres pays, Mali, Guinée-Bissau, Burkina, Niger, Bénin et Togo, les 35%. La seule Côte d'Ivoire dépasse tous ces pays-là. Et le Sénégal est à 5 points. Et je crois que l'année prochaine, avec le pétrole qui va arriver, donc nous avons beaucoup à perdre. Nous, si on est attaqué, jusqu'à présent, disons vraiment bravo à nos forces de défense et de sécurité qui arrivent à juguler vraiment pas mal de tentatives. Ça ne se dit pas sur les places publiques, certainement. Mais ce danger est présent et il est réel. Parce que tous ces pays ne peuvent pas être déstabilisés et nous au milieu sans l'être ou sans qu'il y ait des velléités d'armer des gens, etc. Et c'est ce qui se passe tout le temps. Alors, en ce qui concerne maintenant, disons, la possibilité que les manifestations débordent, en ce qui concerne par exemple l'histoire du troisième mandat, ça je n'y crois pas. Bon, il se pourrait qu'il y ait quelques échauffourées, ça c'est peut-être certain, mais le président Macky Sall n'a pas encore dit qu'il était candidat, n'est-ce pas? C'est le droit qui dit, maintenant le droit, le Conseil constitutionnel, par cette correspondance révélée par le professeur Zouanke, qu'il peut l'être.
Voilà. Maintenant, c'est à lui de décider. Mais la morale et la politique ne font pas bon ménage. Et l'idée n'est pas de dire qu'il l'avait dit, il ne l'a pas dit, etc. Ça, c'est des questions morales. L'éthique qui prévaut en politique, c'est l'éthique de responsabilité. Je donne l'exemple du président Ouattara. Il avait décidé d'abandonner le pouvoir et de choisir comme dauphin, entre guillemets, le premier ministre Gon Coulibaly. Celui-ci meurt. Il est remplacé par Bakayoko, qui aurait pu prétendre donc à la même aspiration, disons, avec le blanc-seing ou en tout cas l'onction du président Ouattara. Il meurt. Il ne restait plus que quelques mois pour l'élection présidentielle. Il n'y avait plus le temps matériel de trouver un autre candidat, en tout cas issu du RHDP, donc son parti. Et finalement, il s'est dévoué. Et il l'a dit ouvertement. Moi, j'ai assisté là-bas à une réunion qui était plus ou moins prise, enfin, en tout cas, entre les membres de son parti, et où il a dit qu'il voulait vraiment quitter le pouvoir. Et il a répété à ces gens-là que le travail du président de la République, c'était 16 heures par jour. Et qu'il allait avoir 80 ans. Ça va être très difficile pour lui. Mais, dans ce contexte, la France, il avait même critiqué le président Macron, il disait que oui, il s'était engagé, etc., a compris qu'il ne pouvait pas reculer et qu'il était obligé d'être candidat pour un troisième mandat. Et ce qui s'est passé, là-bas, c'était vraiment un candidat pour un troisième mandat. Oui, mais ici, dans le camp du pouvoir de Benno, il y a personne qui peut prétendre remplacer Macky Sall. Non, mais je pense que plus globalement, au-delà de Benno, c'est le fonctionnement antidémocratique des appareils et des partis politiques. En réalité, le président Macky Sall fait effet miroir parce que c'est lui qui est au pouvoir, mais quand vous regardez comment fonctionne l'essentiel des partis politiques, c'est d'une absence de démocratie notoire et dans le choix des gens et dans le choix des statuts. Alors donc, il y a un problème plus global qui concerne tout le monde au-delà du pouvoir actuel, c'est que, oui, quelqu'un peut décider de prendre des décisions sans consulter, par exemple, un congrès ordinaire ou un congrès extraordinaire ou un comité central. Et c'est comme ça que fonctionnent malheureusement les partis, y compris sur le choix présidentiel. C'est également la même posture. Donc, il y a plus globalement une question de démocratie interne qui est posée et qui concerne l'essentiel des partis et des appareils politiques sénégalais. Le troisième point concerne les mesures prises par rapport au coût de la vie. Le gouvernement annonce 11 mesures avec le riz brisé indien à 100% qui va passer de 350 à 325, une baisse de 25%. L'huile de palme qui va passer de 1200 à 1100. Soit une baisse de 100 francs, et d'autres, le sucre qui part de 600 francs à 575 francs. Mais les Sénégalais se posent des questions. Il y a eu beaucoup de décisions par rapport aux baisses qui ont été annoncées, mais sur le terrain, de façon concrète au marché, les baisses n'existent pas. Oui, ça c'est un grand problème, et il appartient au ministère du Commerce de faire marcher, d'actionner le contrôle économique. Je ne sais pas si c'est le ministère du Commerce d'ailleurs qui doit le faire. Le contrôle économique. Oui, mais il faut peut-être créer un autre contrôle économique parce que la spéculation dans les marchés, mais ça relève du manque de civisme, j'allais dire, ou plutôt de l'appât du gain, la volonté de s'enrichir sur le dos des citoyens. Donc c'est à l'État de réguler ça d'une façon ou d'une autre. Donc ça c'est d'un. Ces baisses sont quand même assez conséquentes. J'allais y ajouter les baisses du loyer. Par exemple, jusqu'à 300 000, ce sera 20%, ce qui est très bien. Et jusqu'à 500 000, 10%. Et au-delà, 5%. Bon, encore... Mais on n'a pas passé à ceux qui louent à 60 000 les prix de bourse. Ceux qui louent à 60 000, ceux qui louent à 100 000, qui ont des problèmes. Mais ce n'est pas noté dans le document. Oui, moi, je n'ai pas bien compris. On n'a pas de 500 000, ça, ouais. C'est les riches. Non. Et les pauvres, la plupart des pauvres louent moins cher. Si j'ai compris, c'est jusqu'à 300 000... c'est moins 20%. Jusqu'à 300 000, donc ce que vous citez là sont là-dedans. Mais le problème que ça va poser, la baisse sera tellement forte dans ces petites catégories que ça va poser aussi un autre problème par rapport aux bailleurs. Donc je ne sais pas comment l'État va jouer sur ça. Mais en tout cas là, c'est une décision volontariste qui est à saluer si elle est appliquée effectivement sur le terrain. Voilà. Mais est-ce qu'on peut baisser les prix dans un pays où tu ne maîtrises pas les facteurs de production? Oui, non, mais je pense qu'il faut dire la vérité. Ça, c'est des baisses qui n'auront aucun effet, tout comme les autres baisses n'auront pas d'effet. Parce que dans un contexte où les matériaux de construction surenchérissent progressivement, quotidiennement, vous ne pouvez pas imposer à des locataires ou à des propriétaires plutôt
de baisser mécaniquement comme ça les prix, et l'État est bien informé sur la structure des prix. Et je crois que l'État sait très bien que ça va être très difficile de faire appliquer cela dans un contexte où les gens vont trouver des compromis entre eux parce que tout le monde veut. Donc la question de la baisse du loyer, c'est pas ça. Pour moi, c'est la question de quelle politique nous devons avoir pour de sorte que les plus vulnérables puissent avoir accès à un toit. Ça, c'est la vraie politique qu'il faut instituer. Pas les baisses, parce que les baisses, avec les inflations qui arrivent, avec d'autres contextes de surenchère, même des propriétaires, parce que je rappelle qu'on fait comme si on ne parle pas de notre pays. Nous sommes un pays de surenchère structurelle. Même quand il y a Magal Touba ou autre chose, vous voyez, les voitures multiplient pratiquement par 2 ou par 3. Donc, la surenchère ou les trucs, ce type de comportement, c'est un comportement qui est inhérent à notre pays dans un contexte où l'État, évidemment, a des difficultés pour contrôler. Bon, moi, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse un peu mieux sur comment faire malgré les HLM qui ont existé, malgré les hameaux qui ont existé, malgré les SICAP qui ont existé, malgré les parcelles assainies qui ont existé. Il y a eu une politique, effectivement, d'habitat, malheureusement, qui se transforme par des spéculations et qui ne permettent pas aux populations vulnérables d'en bénéficier. C'est ça la grande question. Autrement, on va baisser de 100%, demain, l'inflation va monter à 100%, on fait quoi? Oui, mais l'Inde qui était en famine avait organisé la révolution verte. Aujourd'hui, l'Inde exporte du riz. Le Sénégal a des terres, a du soleil, a de l'eau. On continue toujours à importer ce que nous mangeons. La facture alimentaire du Sénégal d'importation, c'est 800 milliards de francs CFA, dont 600 milliards concernant juste des produits alimentaires. Oui, cela veut dire que donc, la lutte pour l'autosuffisance alimentaire est une lutte plus actuelle que jamais. Mais quand même, il ne faut pas oublier que... Donc, depuis Senghor, on en parle. Oui, bien sûr. Mais quand même, Macky Sall, en tout cas, depuis qu'il est là, a réussi l'exploit qu'on ait pu atteindre quand même dans la vallée 1 million de tonnes. Oui, mais sur le marché, le riz est encore cher sur le marché. Oui, mais... Le consommateur, c'est qu'il constate. En plus de la cherté, il y a un autre problème qui est au niveau de la consommation, du choix des femmes sénégalaises. On vous dire que oui, ce riz-là n'est pas bon, le riz thaïlandais est meilleur, ou le riz je ne sais pas quoi, laotien, ou... Ça aussi, un problème de consommation et un problème d'éducation à la consommation. Il y a tous ces facteurs qui jouent. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, c'est juste ça de loyer, je crois que l'État quand même a décidé en même temps de baisser les impôts pour les bailleurs. Et donc, concomitamment, ça peut être une solution. Mais encore faudrait-il, encore une fois, il y a un contrôle. Que le contrôle s'exerce. Mais ce contrôle, il faut vraiment qu'il soit rigoureux, parce que, comme il a dit, on a une tradition de surenchère. Oui, mais Momar Ndao a dit sur cette antenne que les bailleurs au Sénégal aujourd'hui, ce sont les magistrats et ceux qui travaillent dans les impôts et domaines, ceux qui louent les maisons. Bon, ça, je n'en sais rien, je sais il a dit, hein, qu'ils n'ont pas été démentis. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui sont... Si ce sont les fonctionnaires de l'État du Sénégal, les ministres eux-mêmes qui sont les propres bailleurs, qui louent les maisons, comment peut-on diminuer les loyers dans ce pays? Oui, mais bon... oui, c'est la vérité. Ça je n'ai pas l'information. Au Sénégal, on sait effectivement des ministres des domaines qui louent, ceux qui s'accaparent des terres du Sénégal, des maisons qui louent. Ça, c'est une autre information qui est crédible. Tout le monde le sait. Ils ont beaucoup de terres, oui, ça c'est connu. Voilà. Les impôts et domaines. Voilà. Donc Sonko d'ailleurs, quand il y était, avant d'être radié. Bon, donc voilà un vrai problème qu'on doit poser. Ces fonctionnaires qui s'enrichissent. On ne pose pas réellement ces problèmes-là au lieu de tourner autour du pot. Mais justement, parce que voilà, justement, vous les journalistes et nous, on doit poser ces questions-là et qu'on réactive la CREI. Je pense que c'est la seule solution. Les fonctionnaires qui s'enrichissent doivent répondre à la CREI. Ces questions fondamentales qui sont là. Oui, non, mais c'est vrai. En plus, c'est pas seulement les loyers, c'est également les voitures, c'est également les imprimeries, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que ces gens gèrent et qui sont dans des conflits d'intérêts qui sont connus. Alors, moi, je crois que sur la question des prix, c'est la même chose que pour les magistrats et de façon générale l'administration de la justice. Il faut évidemment renforcer ce ministère, renforcer les contrôleurs économiques. Vous vous rappelez, nous tous, en tout cas notre génération sous Senghor, il y avait
des contrôles inopinés qui étaient réalisés et des sanctions. Le problème, voilà, la sanction. Il y avait la Sonadis aussi. La Sonadis. La Sonadis, c'est participé à baisser les prix. La sanction. En fait, caisse de précaution qui a été on démantelée. peut prendre toutes les décisions que nous voulons. S'il n'y a pas la sanction derrière, elle ne marchera pas. Mais vous êtes de la Casamance. Comment vous pouvez voir cette étendue de terre fertile qui peut nourrir tout le Sénégal qu'on n'arrive pas à faire grand-chose? Je crois que d'abord, c'est le système de production tel que c'est organisé et une sorte de conservatisme qui est là parce que il y a des villages qui commencent à s'organiser en GIE ou en coopérative pour augmenter les rendements. Vous vous rendez compte que sur toute la Casamance, nous sommes à un taux de 5% de taux de production rizicole, avec toute l'étendue que nous avons, y compris du côté de Vélingara où il y a l'Anambé qui est là-bas et qui au départ avait la possibilité d'investir 5000 hectares. Mais absolument rien du tout. Alors donc, oui, il faut qu'on change de système de production agricole, qu'on s'organise en GIE ou en fétière, pas pour que les investisseurs étrangers viennent prendre les terres. Je parle bien d'agriculture agricole, familiale. Alors ça, je crois que c'est la grande réforme qu'il faut faire. Mais ça veut dire qu'il faut discuter avec nos amis de la Casamance sur comment les amener progressivement. Il y en a qui ont commencé pour augmenter les rendements. Je crois que sur ce qui se produit au nord de la de la vallée du fleuve Sénégal, avec les investissements structurants en matière rizicole, etc. Et si nous le faisons au niveau du sud de la Casamance, on devrait pouvoir arriver progressivement vers l'autosuffisance alimentaire avec les contraintes signalées par Mohamed. Nous sommes tellement habitués à manger le riz qui nous vient de l'Asie que beaucoup de gens, je vois ça en Casamance, beaucoup de gens en Casamance ne mangent pas le riz casamançais. Ils préfèrent aller à la boutique pour manger, particulièrement dans les communes. Et ce sont des attitudes qui sont de plus en plus perceptibles, qui font qu'on fait du riz, mais on ne les mange pas, on préfère les garder pour des cérémonies initiatiques. Il y a tout un travail qu'il faut faire, mais ça demande que nos services publics soient dotés d'un minimum de moyens, que nos services publics soient capacités sur un certain nombre de questions et qu'il y ait évidemment la collaboration des communautés. Il y a un travail à faire, de fond. Mais oui, absolument. Et puis, il faut peut-être commencer par le choix des ministres qui sont en charge de ces secteurs-là, que ces choix ne soient pas politiciens. Ça aussi, c'est un débat qu'on n'ose pas poser au Sénégal, qu'il faut poser. Et il y a des secteurs où vraiment on doit choisir des ministres vraiment, j'allais dire, neutres, entre guillemets. Parce qu'ici, il y va de l'intérêt national. Et ça, on n'a pas besoin d'un ministre qui est militant ou pas. Qu'il soit compétent et qu'il soit doté vraiment des moyens pour y arriver et que ça soit une cause nationale. D'où l'appel à la candidature pour certains postes au Sénégal. Ce serait une excellente idée, à mon avis. Ça a été proposé par les assises. Mais oui, mais justement, il est grand temps de revenir sur les assises et d'essayer de mettre en œuvre une bonne partie de ces possibilités-là que les assises ont défrichées. Parce que nous ne pouvons pas continuer à faire de la politique politicienne dans tous les domaines. C'est vrai, il faut le faire pour être élu, mais après, pour faire de la performance, je parle de manière anglaise, et que ça soit vraiment des résultats sur le terrain, mais il faut que les gens qui soient à la manette soient des gens compétents. Ce n'est pas seulement des politiciens. Vous pouvez être politicien, vous n'êtes pas compétent, vous ne pourrez pas arriver, à moins d'être entouré par des gens compétents. Voilà. Mais ça, c'est un grand problème qu'on a posé dans ce pays. Hier, je dois le répéter ici, j'étais à la faculté de droit, j'ai été sidéré de voir l'état de certains bâtiments. Comme on m'a dit, oui, pourtant ça a été réflexionné. J'ai dit, mais non, il faut que l'argent qu'on investisse dans l'éducation soit beaucoup. Il faut beaucoup d'argent. Parce que l'impression que beaucoup de Sénégalais ont de façon globale, c'est que le pays est laissé à l'abandon. Aucun Sénégalais ne s'occupe de rien du tout. La chose publique, ça ne vous intéresse pas. Vous la voyez en train d'être gâté, mais chacun ne fait rien. Chacun pense que ce n'est pas à lui de le faire. Mais exactement. D'ailleurs, en Wolof, on dit Alolobour. Donc ça n'appartient pratiquement à personne. Moi, je suis choqué que quand je travaille à l'Assemblée et que je vois au loin le lycée Lamine Gueye maintenant qui s'appelait Vanvo, où j'ai fait toutes mes classes, où j'ai même enseigné. Et quand je vois l'état de délabrement, j'étais allé visiter un peu. Bon, il y a eu quelques petits efforts comme ça. Mais c'est ahurissant. Comment est-ce que les Touba pouvaient le faire et pas nous?
Il s'agit simplement de balayer, de planter des fleurs, de faire de la peinture et de demander à chacun de veiller à ce que ça perdure. Oui, il se peut qu'il y ait des crédits pour ça, mais si c'est détourné, s'il y a de la corruption dans les crédits, si c'est le responsable qui nous confie ça, bouffe l'argent de façon triviale, je le dis, et rien ne leur arrive, voilà, le pays, là, l'abandon. Mais oui, je pense qu'au Sénégal, il faut avoir la protection politique et il faut avoir la protection confrérique. Voilà. Si on a les deux protections, on est protégé, c'est tout. Et les lois sont là, elles ne sont pas appliquées souvent. Et c'est ça qui fait que, oui, sur une toile de fond de corruption qui vient s'installer, nous connaissons tous nos problèmes au Sénégal. Nous avons presque tout écrit. Juste qu'il faut contextualiser un certain nombre de choses, mais globalement, s'il y a des gens qui ont écrit, rédigé, conceptualisé, c'est bien au Sénégal. Mais on semble tétanisé par l'action. Mais plus que tétanisé, on n'a pas la culture de l'action. Et beaucoup de ces gens, y compris des politiciens qui sont élus, on voit bien l'incapacité qu'ils ont à faire marcher des choses parce qu'ils n'ont pas la notion de l'action. Ils ne savent pas que les actions, c'est graduel, tout ça, ils peuvent le savoir théoriquement, mais dans la pratique, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment un nouveau Sénégalais qu'il faut reconstruire pour revenir sur la grande question de la méritocratie. Avons-nous encore besoin d'une société de méritocratie? Non, dans la pratique. Parce qu'effectivement, les assises avaient proposé un certain nombre de choses pour que sur un certain nombre de postes stratégiques, nous puissions les mettre en compétition. Mais malheureusement, le présidentialisme fort a encore tout étouffé. Et je rappelle sur les autres aspects avons-nous besoin d'une assemblée de cette nature? Avons-nous besoin, par exemple, oui, pas de gens qui viennent parler de voitures, mais pour réduire le train de vie de l'État et redistribuer le reste aux autres membres de la population. Il y a beaucoup de questions de ce genre qui laissent présager qu'au Sénégal, il y a beaucoup de paroles, mais chacun gère sa boutique. Le temps que nous avons parti est terminé. Merci infiniment à mes invités, à Abdou Ndokour Kachendaou, qui est socio-anthropologue. Merci aussi à Mohamedou Dia, journaliste, écrivain, professeur de philosophie. Comme l'a dit un célèbre écrivain français, quand il parle de la France, il dit que les médiocres ont pris le pouvoir. Peut-être que c'est la même chose qui arrive au Sénégal aujourd'hui. À la technique, Biran Sissé, Mikola Sambou Diop. Excellent dimanche à tous. Merci à vous. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe, la formation égale la vérité.